Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Et donc, c'est sûr que c'est une composante intégrante du processus de recrutement, mais il faut ajouter des petites subtilités à ça. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jennifer, comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? Ça va très bien. On a le plaisir de se retrouver à distance encore. Je suis en Suisse en ce moment, donc même si on avait voulu, même si j'étais dans ma phase parisienne et qu'on avait eu envie de se retrouver, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais comme je le dis souvent, alors vous ne le savez pas, mais on se voit. Hein. On a une petite webcam qui nous permet de quand même avoir du contact et ça me permet donc de te remercier de vive voix et de vive visage, même si ça ne se dit pas, d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Moi, je suis très content que tu sois là. C'est gentil, merci beaucoup. Et je ne suis pas sur Paris non plus. C'est vrai, où es-tu d'ailleurs ? Alors, dans le 78, mais en pleine campagne. Ouais, donc ça aurait été un petit trajet pour fixer ça. Donc, si vous avez cliqué sur cet épisode, si vous avez lancé le podcast, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler, forcément, c'est dans le titre. Mais peut-être vous ne savez pas tout de l'IBO ou tout de Jennifer, donc je te laisserai volontiers commencer par une petite présentation de ce que c'est que l'IBO à l'heure où on se parle, en tout cas de la manière dont on le pitch, et de ce que tu y fais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc Jennifer Boss, donc je suis VP People Operations au sein de l'IBO. J'ai rejoint la société en septembre dernier. Et donc qu'est-ce que fait l'IBO ? En fait, l'IBO, c'est le moyen étonnamment simple de payer ses factures en un clic sans passer par sa banque et de façon, comme je le soulignais précédemment, très très simple. Mais également de se faire payer. Et les auditeurs et auditrices attentifs et attentives auront remarqué qu'on a eu le plaisir de recevoir Jérémy dans un épisode précédent du podcast. Donc, c'était une création en 2019, l'IBO. Et à l'heure où on se parle, combien vous êtes ? Où est-ce qu'on en est dans l'aventure ? Alors là, actuellement, on est 140 collaborateurs. Ouais, ça a bien bougé. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça a pas mal grandi. Donc voilà, vous nous direz aussi dans les retours si ça vous plaît qu'on fasse des petits suivis avec des personnes différentes dans une même boîte. Moi, en tout cas, j'adore. Hein. Et puis, on pense beaucoup bien de l'IBO. Donc aujourd'hui, parce qu'il faut choisir, hein, toujours, on essaye de faire les épisodes les plus sharp possibles. On a un peu discuté avec Jennifer en intro avant l'épisode, en se disant c'est quoi les sujets qu'on pourrait aborder. Et il y a un sujet qui moi m'a beaucoup emballé, hein, c'est le genre de choses qui me plaît bien, qui va tourner autour de pratiques RH qui peuvent être empruntées d'approches peut-être plus marketing ou d'approches qu'on peut utiliser en growth globalement, parce que quelque part, quand on parle de croissance, les pratiques growth, ça sert à scaler l'externe, et après on peut se poser la question de comment on scale l'interne. Et là, les approches un peu peut-être les plus partagées comme recruter en espérant que ça aille bien, etc., sont pas toujours suffisantes. Donc, si tu le veux bien, on va se lancer là-dessus. T'es OK ? On est parti, Jennifer ? Allez, go. Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Vous connaissez peut-être, sûrement, je ne sais pas, le modèle de croissance, de growth, AARRR, pour, alors je vais faire de tête, acquisition de nouveaux clients, activation de ces prospects pour les transformer en clients, revenus, rétention pour donc garder les clients, surtout quand on a un modèle d'abonnement, et referral, à savoir le parrainage, tout ça soutenu par un bon branding qui fonctionne, etc., etc. Et dans les sujets people, on peut se dire typiquement, oui, il y a peut-être des choses qu'on peut envisager de la sorte, quoi. Le referral, est-ce que c'est pas la cooptation finalement ? Est-ce que le branding est pas finalement assez lié à la marque employeur ? Quand on parle de canaux d'acquisition en recrutement, est-ce qu'il y a
que l'outbound, la chasse de talents, ou est-ce qu'on peut faire des choses comme on le ferait en marketing growth pour faire de l'inbound, faire venir les candidats et les candidates à soi. Donc avant qu'on rentre peut-être dans les détails de ce que vous avez fait là-dessus, toi, comment tu raisonnes avec cette comparaison de scale de l'externe et de scale de l'interne pour avoir fait beaucoup de choses sur ces sujets-là? Alors, moi, en fait, ce que je réalise, en fait, c'est que depuis quelques années, je dirais que les méthodes de sourcing de nouveaux talents, elles ont complètement changé. Et on a été obligé, au niveau des ressources humaines, de se réinventer, notamment avec la période Covid. Les attentes des collaborateurs, enfin des futurs collaborateurs, sont complètement différentes. Ils souhaitent rejoindre des sociétés à impact, et de fait, c'est beaucoup plus compliqué d'attirer de nouveaux talents. Et c'est pour ça qu'on a repenser en fait nos méthodes de recrutement en s'inspirant justement des méthodes de marketing et de la façon dont ils procédaient pour attirer de potentiels clients. Et peut-être juste pour remettre un peu les éléments de contexte, qu'est-ce qui fait que ça a autant bougé ces derniers temps, selon toi, en tout cas de toi, ce que tu observes? Est-ce que typiquement, là, on est dans un environnement tech, est-ce que c'est le fait qu'il y a plus de demandes que d'offres, hein, c'est-à-dire il y a moins de profils tech que de gens qui recrutent des techs? Est-ce que c'est effectivement qu'il y a plus de demandes particulières de la part des candidates? Enfin, c'est quoi les principaux facteurs, qu'on les comprenne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le marché du travail, il est très tendu. On est beaucoup d'entreprises à rechercher le même type de profil. Et en fait, la demande est inversée. Aujourd'hui, c'est plus les entreprises qui vont aller au devant des futurs talents que l'inverse. Et c'est pour ça que on se doit d'être proactif, de se réinventer et surtout d'utiliser de nouvelles méthodes de sourcing. Eh ben, rentrons un petit peu dedans, dans le dur. Si on a une approche qui est pas du tout dans le jugement, mais plutôt dans le constat, pour remettre un peu les bases, c'est quoi les stratégies classiques, on pourrait dire, de sourcing ou de gestion de la recherche de talents et du fait de garder les talents? C'est quoi les grands classiques qui ont dû être un peu dépassés ou complétés plutôt pour faire face à ce marché du travail tendu? Ouais. Alors, les grands classiques, ça va être la chose suivante. Bon, définition de son plan de recrutement. Donc, remontée des besoins par les hiring managers, définition de l'offre avec le hiring manager et le recruteur, passage d'une annonce sur les différents job boards, étude des candidatures, sourcing sur LinkedIn, et puis appel téléphonique RH, entretien avec le futur manager, etc., etc. Donc ça, c'est assez classique, mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Là, si on fait juste ça en 2022 et qu'on est une boîte tech, c'est le désert, quoi. Ou alors on n'a pas forcément les meilleurs, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est ce que tout le monde fait. Et donc, c'est sûr que c'est une composante intégrante du processus de recrutement, mais il faut ajouter des petites subtilités à ça, et surtout, il faut revoir aussi le basique et revoir comment on le fait. C'est pour ça qu'il y a un livre qui est hyper intéressant pour ça, c'est Who, qui explique réellement comment sourcer, comment recruter justement les players en utilisant des méthodes super simples qu'on a l'impression d'utiliser, mais au final, on le fait pas forcément très bien. Et c'est pour ça qu'il faut compléter cette méthode avec justement des méthodes marketing éprouvées. Alors, ça c'est tout à fait le petit aparté qu'on va faire. Si on doit être épisode 53, 54, quelque chose comme ça, si vous avez toujours pas lu la méthode Who, je suis désolé, on peut pas faire plus, hein. Nous, on en a tellement parlé avec les différents invités de ce podcast que je pense que le message est clair. Mais donc, effectivement, on va garder en tête qu'on maintient les méthodes qui ont fonctionné en les mettant à jour, typiquement en appliquant la méthode Who, et qu'on peut les compléter avec des approches qui sont issues du marketing. Donc, quelles sont ces approches? Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place?
Oui, alors nous, en fait, on a pu échanger beaucoup avec le marketing sur comment est-ce qu'ils pouvaient nous accompagner dans nos méthodes de recrutement. Alors, bien entendu, on a revu toute la partie marque employeur avec justement la communication sur les valeurs de l'IBO, la mission de l'IBO, comment on fonctionne. On a profité également d'un programme de brand ambassador et sollicité nos collaborateurs afin qu'ils parlent également de la société, de l'IBO, de comment est-ce qu'ils nous ont rejoints et pourquoi, de quel parcours ils sont issus. Et puis enfin, on capitalise également sur nos collaborateurs dans le cadre d'un programme de referral, donc de cooptation. Et surtout, la dernière méthode qu'on utilise et qui est la plus probante pour attirer le plus de candidats possible, c'est la méthode inbound. Alors, on va les reprendre un par un parce que j'ai envie de les connaître vraiment en profondeur et de profiter de pouvoir échanger avec toi pour bien pouvoir le regarder sous toutes les coutures. Commençons par branding / marque employeur. Ce que je comprends, c'est que tu vas travailler avec les équipes marketing, communication, dans le but de développer la marque employeur. Si je fais le parallèle, je vais être un peu le monsieur marketing aujourd'hui, hein, si ça te va, je vais faire le parallèle. Le branding, ça c'est quand on veut le faire dans une logique business, on essaie de réfléchir à son buyer persona, on essaye de réfléchir à quels sont les éléments de branding qu'on doit mettre en avant pour être connecté avec son audience, etc. Comment ça marche là, sur la marque employeur? C'est-à-dire comment est-ce que on vient travailler avec le marketing et la communication pour identifier des éléments de marque employeur, et après où est-ce qu'on les diffuse, qu'est-ce qu'on fait, enfin concrètement qu'est-ce qu'on met en musique? Ouais. Alors le plus important pour ça, en fait, c'est vraiment de travailler en amont et de bien définir sur quoi est-ce qu'on va vouloir communiquer, qui ou quoi est-ce qu'on va vouloir associer à sa marque employeur, de façon à témoigner des éléments avérés et qui reflètent parfaitement la société. Je dis ça parce que je pense que c'est important de le préciser, parce que il y a beaucoup de sociétés qui communiquent beaucoup, qui font beaucoup de posts, mais il faut que derrière, lorsque les talents vont creuser, vont échanger avec des personnes en interne, il faut qu'ils se rendent compte que entre guillemets, c'était pas du bullshit, et que ce sur quoi on a communiqué, c'est vrai. Donc c'est vraiment important pour ça d'associer les fondateurs de l'entreprise, l'équipe marketing, mais également justement sélectionner quelques personnes au sein de l'IBO pour qu'ils nous fassent part de leurs ressentis, notamment en termes de valeurs et de culture d'entreprise. Et à partir de là, effectuer une synthèse et déterminer un plan de communication de sa marque employeur et par thématique, pour que ce soit organisé en fonction de notre business plan, mais également en fonction de notre plan de recrutement, parce que tout est lié. À quoi ça ressemble une charte d'image employeur, et à quoi ça ressemble un plan de com? Sans trahir des secrets, hein, mais je t'avoue, je trouve ça fascinant, et j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble concrètement. Oui, en fait, alors nous, on a fait quelque chose d'assez simple, hein. En fait, on a défini l'ensemble des thématiques qu'on souhaitait aborder et qui étaient fonction de l'actualité de l'IBO, des différentes actions qu'on menait, notamment sur nos valeurs, sur notre culture, sur notre impact RSE également. Mais aussi en fonction des différents profils qu'on allait devoir recruter, et ce aussi en fonction du développement de la société. Donc typiquement, l'IBO s'est récemment implanté au UK, et donc du coup on avait déterminé un calendrier de communication par rapport à ça, de façon à, d'une part, attirer de nouveaux clients, mais également de commencer à travailler notre marque employeur au UK. Et après, le plan de communication, du coup, où est-ce que vous communiquez? Parce que je fais un peu le Oui. parallèle branding, du coup, où j'imagine qu'une fois que tu as défini que ton buyer persona, j'en sais rien, moi, il lit Les Échos et Madines, tu vas essayer de publier là-bas. Là, comment vous faites? Parce que vous recrutez tout un tas de profils différents. Donc, qu'est-ce que vous faites Parce que ce que je comprends, je rétropédale un petit peu, c'est que on met en valeur la valeur que ça a de travailler chez l'IBO.
là en l'occurrence. Ouais. C'est-à-dire, bah voilà, les valeurs cœur de la boîte, la culture, pour attirer les personnes qui vont se sentir bien dans cette boîte-là, l'impact RSE, enfin tout ce qui est fait qui peut être à la fois séduisant pour les candidates et les candidats, et en même temps la réalité de ce qui se passe pour attirer des gens avec qui ça va bien fitter. Et ça, après, tu t'en fais quoi? Tu le fais vivre où pour aller rentrer en connexion avec les bonnes personnes? Ouais, alors en fait on travaille notamment, donc on a des spécialistes au sein de notre équipe marketing qui vont nous orienter, mais on travaille également avec une agence de communication qui nous oriente aussi sur les médias à adresser, sur les forums à adresser, et ensuite on se réfère aussi aux différents responsables de nos départements, de nos équipes, qui aussi nous indiquent quels sont les forums sur lesquels se positionner afin de se spécialiser en fonction des profils que l'on recherche et d'adresser vraiment les bons sujets auprès des bonnes personnes et ce au bon moment. Bon, bah écoute, moi ça me fait rêver, ce genre de choses. Je trouve ça hyper intéressant de prendre les choses telles quelles. Donc ça, c'est la marque employeur et comment faire vivre sa marque employeur. Donc on a compris, checklist, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord, mais on essaye, comme en marketing, d'avoir les idées très 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 claires sur la réalité de sa valeur, ou de la valeur qu'on peut apporter, non pas là aux clients, mais aux candidates et aux candidats, de le mettre dans un langage qui est le bon langage pour connecter avec les bonnes personnes, puis on le met devant les bonnes personnes avec les bons canaux, dans la bonne presse, etc. Check. Ensuite, tu parlais du programme de Brand Ambassador. Donc, dis-nous-en un petit peu plus. Comment ça marche? Et surtout, est-ce que c'est différent du programme de referral? Est-ce que c'est deux choses différentes ou complémentaires? Enfin, comment ça existe, ces deux objets-là? Pour moi, c'est deux choses à la fois différentes, mais également très complémentaires. En fait, la position qu'on va avoir au sein de l'IBO, mais qu'on peut avoir dans n'importe quelle autre société, bien entendu, c'est de se dire qui connaît mieux l'IBO que nos propres collaborateurs, mis à part les fondateurs. Je pense que nos collaborateurs, en fait, ils vivent l'aventure l'IBO au quotidien et pour la plupart depuis le début de cette aventure, puisque on a été récemment créé donc en 2019, et donc ils ont pu suivre justement l'évolution très rapide de cette société et les grandes tendances qu'on a pu prendre, les positions également et l'impact qu'on souhaite avoir et comment est-ce qu'on souhaite développer nos collaborateurs. Et donc pour nous, ce sont les mieux placés pour parler de la société, du quotidien et de la réalité de ce qu'on peut vivre. Donc c'est pour ça que on les a sollicités justement pour communiquer en externe auprès de leurs relations afin que ils fassent entre guillemets l'éloge, bien entendu s'ils ont envie de le faire, de la société Libéo. Alors ça, comment ça marche? Je travaille chez vous, je suis un des collaborateurs de l'IBO et je suis très content d'ailleurs. J'ai passé une année 2022 hyper sympa dans mon job à l'IBO et je me propose à faire partie du programme de Brand Ambassador. Qu'est-ce que tu vas me demander? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez me donner comme outil et qu'est-ce qui va être attendu de moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Enfin, comment ça marche? Alors, ça peut en fait être mis en musique de différentes manières. Donc, ça peut être tout simplement en repartageant en fait les posts que la société va publier. Ça peut être en partageant justement l'avis de l'activité, en rédigeant soi-même des posts sur les réseaux sociaux, tout en restant professionnel, bien entendu. Ça peut être également en rédigeant des tribunes, par exemple, sur des thématiques bien spécifiques, avec toujours un lien avec l'IBO, bien entendu. Ça peut être en échangeant sur des forums avec des pairs. Ça peut être en participant à des talks ou à des podcasts, comme on peut le faire actuellement. Là, c'est une forme de marque employeur et de brand ambassador, ce qu'on fait actuellement. Et ça peut être aussi en demandant à nos collaborateurs d'être contributeurs dans l'organisation de petits déjeuners, d'after work, de webinars, etc. Voilà.
Ok, très cool. Et ça, comment est-ce que ça s'encapsule chez Libéo? C'est-à-dire, il y a un programme de brand ambassador qui existe sous ce nom dans lequel les collaborateurs, les collaboratrices peuvent, j'allais dire, rentrer ou non. Après, vous êtes formés à ça ou on vient organiser tout ça? Parce que je te pose la question parce que je te dis à quoi ça me fait penser spontanément. Enfin, une boîte qui a été très connue pour avoir fait ça. Je pense à Germinal, qui a été très bon sur LinkedIn en coordonnant la plupart des collaborateurs et des collaboratrices de Germinal sous la stratégie dite des Avengers, où il y a chacun sa propre personnalité, mais au service d'un groupe qui est commun. Donc au-delà des grands talents de copywriter de la plupart des gens chez Germinal, ça demande un petit travail de coordination quand même. C'est pas juste la bonne Absolument. intention. Donc ça, je suis très curieux de savoir comment ça se met en place chez vous. Alors bon, je t'avoue que jusqu'à présent, ça s'est un peu fait au bon vouloir de l'ensemble des collaborateurs. C'est vraiment facultatif, on ne force personne, on propose, on oriente et on laisse aussi la possibilité à nos collaborateurs d'être force de proposition et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, on a la chance d'avoir pas mal de talents en interne qui ont plein d'idées pour contribuer au développement de l'IBO et au développement de sa marque employeur. Donc pour l'instant, c'est très facultatif. Après, on l'encadre en le mettant dans un plan de communication, mais pour l'instant, on n'a pas un groupe formel de représentants. C'est au bon vouloir et en fonction des idées de nos collaborateurs ainsi que de l'équipe RH et de l'équipe marketing. Ouais, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut tout à fait imaginer la version plus organisée de ça, où effectivement les personnes sont Absolument. formées, encadrées, etc. Mais on est déjà un cran plus loin que, bon, les gars, les filles, parlez de l'IBO autour de vous, parce que tu me dis que les personnes qui sont intéressées viennent être organisées dans un plan de com. Donc ça permet d'avoir une idée globale de ce qui est en train de se passer, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que le fait de laisser cette opportunité à nos collaborateurs sans être quelque chose de réellement contraignant et formalisé, ça nous permet justement de créer de l'émulation et de garder quelque chose de nouveau, de dynamique, voilà, de laisser venir les idées. Alors que je me dis que si on commençait à créer une squad dédiée à ça, bah, ce serait peut-être plus pareil, ce serait un peu formel, un peu redondant et du coup, peut-être que l'émulation ne serait plus forcément là. Ok, bah très, très cool. Et là, on peut retrouver toutes les pratiques du type testimonial client ou Oui, bien bah, sûr. les Ouais. ambassadeurs, tout ça, tout ça. Et donc, le referral, parrainage en français, comment ça fonctionne? C'est effectivement un complément, on pourrait dire, au programme de brand ambassadeur, qui sert donc la boucle de parrainage, hein, qu'on peut trouver dans le modèle ARRR. Comment c'est mis en musique, encore une fois, chez vous, ça? Oui, alors, c'est très simple. Donc on a un programme de cooptation, donc où on va en fait, on partage, via notre outil de recrutement, l'ensemble des nouvelles offres, qui sont ouvertes. Et donc on va laisser l'opportunité à nos collaborateurs en fonction des postes, ouverts et bah, justement de coopter, des relations, de leur réseau. Donc bah, l'idée en fait derrière tout ça, c'est simple et encore une fois, je ne réinvente pas la roue. L'idée c'est de se dire bah voilà, qui de mieux que nos collaborateurs peuvent comprendre les postes en interne, le contexte et donc de parler et c'est en ça que c'est complémentaire avec le programme de Brand Ambassador, donc de parler de l'entreprise et des perspectives d'évolution auprès de leur réseau. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme de cooptation. C'est pas forcément le programme qui va nous permettre de justement trouver tous nos collaborateurs, mais en tout cas, c'est un programme qui va nous permettre d'aller vraiment au cœur de nos besoins, parce que bah, nos collaborateurs vont pouvoir cibler davantage en fait les profils qui pourront correspondre à notre culture, par exemple. Et pareil, dans les pratiques qui permettent de bien structurer un programme de cooptation, j'imagine qu'il y a une forme d'incentive financier à Absolument. faire venir quelqu'un, que si la personne a validé sa période d'essai. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc là, il y a facilité la lecture en disant, bah voilà, voilà tous les postes ouverts. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez plus loin ou vous imagineriez aller plus loin? J'ai quelques idées un petit peu farfelues en tête que je pourrais te soumettre après, mais ça m'intéresse de savoir jusqu'où on peut aller justement sur ces programmes de referral.
Oui, alors, nous, ce qu'on demande toujours, c'est, qui sont selon vous, les meilleurs talents qu'on devrait recruter? Quelles sont les personnes les plus talentueuses et avec lesquelles vous avez été amenés à travailler et qui vous ont inspiré? Et donc donnez-nous leurs coordonnées, leurs noms, parlez de l'IBO. Bien entendu, si ces personnes sont recrutées, en fait, nos collaborateurs sont incentivés à raison de 2 000 € après validation de la période d'essai. Voilà. Après, est-ce qu'on va au-delà de tout ça? Pour le moment, non, mais je serais assez preneuse justement des idées farfelues que tu peux avoir. Eh ben, je vais jouer jusqu'au bout le jeu du parallèle entre referral business et referral donc cooptation. Pour toutes les personnes qui sont un peu intéressées sur les sujets marketing, de growth, etc., les programmes de referral, c'est un des sujets les plus compliqués à craquer parce qu'on ne sait jamais trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on offre à nos clients quand ils nous mettent en relation avec d'autres clients, à quel point on est pushy ou pas. Et il y a une boîte qui a craqué le truc, pour les connaître un petit peu, d'une manière que je trouve simple et un peu pas farfelu, mais où on se dit ah ouais d'accord, ils ont osé et en fait ça marche bien. C'est celle-ci qui est un CRM Mmh. et donc la première chose c'est que à la question, ça c'est, je parle plutôt aux marketeurs, mais à la question de qu'est-ce qu'on offre en échange de la cooptation de nouveaux clients, bah de l'argent. C'est comme de la cooptation de candidats, il ne faut pas aller forcément plus loin et juste donner de l'argent, pas forcément des chèques cadeaux, etc. Ça peut marcher. Et une approche qu'ils font, donc c'est là où il faut s'accrocher un petit peu en termes d'idées farfelues et fais un petit sondage pour voir chez Libéo si ça passerait ou pas. Ouais, ça peut être intéressant. C'est qu'ils demandent, ils proposent plutôt aux clients qui veulent être dans ce programme de referral, mais qui sont pas tout à fait sûrs de par quel bout le prendre, de faire un extract de leur contact LinkedIn et de faire eux-mêmes la chasse au lead là-dedans en disant on aimerait bien une intro avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, une telle. Mmh. Donc je me demande dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui serait la version industrielle de la cooptation, de dire bah si vous le souhaitez, faites un extract de tous vos contacts LinkedIn et si nous en sourcing on voit des profils où on se dit mais ça attends on aimerait bien les rencontrer, on fait la demande de mise en relation. Alors, Ouais, farfelu ou pas? complètement. Bah non, et même plutôt très pragmatique, je dirais. Mais ça rejoint un peu ce qu'on dit quand on leur dit si vous deviez me citer, par exemple, 5 personnes les plus talentueuses avec lesquelles vous avez travaillé, ou peut-être reprenez effectivement, comme tu le soulignes, votre réseau LinkedIn d'ex collègues, etc. Ouais, ça se rejoint. Effectivement, on peut complètement faire le parallèle. Je vote pour l'extract LinkedIn parce que moi, si tu me demandes d'y penser ou si tu me demandes de te filer mes contacts LinkedIn, c'est pas pareil. Et là, tu vas peut-être me dire, tiens, mais il y a un tel et tout. Je vais dire, ah oui, j'avais complètement oublié. Bah ouais, je peux te mettre en relation et tu peux essayer de le chasser maintenant si tu veux. Et Donc, après, à côté de ça, on peut s'imposer effectivement de reprendre tous les profils auxquels on pense et de dire refaites un petit call avec ces personnes et voyez qui vous pourriez nous remonter. Voilà. opération 13e mois chez Libéo à coup de Oui, et à cooptation. Ouais. côté de ça, on fait aussi des petits challenges hein, sur certaines positions plus difficiles à recruter, où là, on augmente effectivement l'incentive. Et sur une période restreinte, c'est celui qui nous trouvera les meilleurs profils, voilà, qui sera incentivé. Avant de passer à la phase qu'est-ce que ça donne les résultats, parce que, ou en tout cas qu'est-ce que tu peux observer même à vue d'hélicoptère, on n'a pas encore parlé de la partie inbound pure et dure. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme action en place pour faire venir les candidates et les candidats à soi. On en a un peu parlé avec le branding et la Oui, marque employeur, parce que complètement. mécaniquement communiquer dans différents endroits ça fait venir. C'est quoi les actions concrètes d'inbound qui permettent de justement faire venir des candidats et des candidates à soi? Je dirais qu'il y a tout le plan de communication média. Typiquement une pub TV, une intervention sur un média télévisé ou un média radio. Je dirais qu'il y a les publications aussi. Il y a les différents postes, le programme de brand ambassador, le programme de referral. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que le candidat il vienne proactivement vers l'IBO et qu'il ait initié sa démarche en amont et que ce soit pas nous qui allions le chercher et que dans ce cas qu'on ait à pitcher l'entreprise sans qu'il soit forcément 100% convaincu, qu'il soit forcément dans le mood pour vraiment écouter ce qu'on a à lui dire.
l'idée derrière cette méthode d'approche inbound, qui réunit un peu tout ce qu'on a dit en amont, c'est que vraiment, encore une fois, le candidat, il est initié de sa démarche et donc qu'elle soit réfléchie, qu'il se soit renseigné sur l'IBO et que par justement l'une des actions qu'on ait pu mener en amont, il se soit dit ah effectivement c'est une entreprise qui a l'air sympa. J'ai vu pas mal d'interventions et puis j'ai un ancien collègue qui m'en a parlé et en fait ça m'intéresse quoi. J'ai envie de leur parler et de comprendre justement quel est leur impact dans leur écosystème, quel est leur impact potentiellement sur l'environnement parce que c'est un gros sujet en ce moment. Et puis justement, quel bout de chemin est-ce que je pourrais faire avec eux? Qu'est-ce qu'ils pourraient m'apporter en termes de développement de carrière? Et moi, de mon côté, qu'est-ce que je pourrais leur apporter aussi pour qu'ils puissent grossir rapidement? Voilà. Et alors là, c'est des questions qui sont peut-être très très précises, donc je suis pas certain que tu auras les réponses à tout, mais Oui. tu me dis là où vous en êtes, hein, en tous les cas, ou ce que tu as déjà vu. Opérationnellement parlant, donc moi, je suis 100% fan de cette approche, hein, évidemment. La question que je me pose, c'est en gros, si on fait le parallèle marketing, business et marketing pour attirer des talents, je me pose la question de l'organisation du travail. Je m'explique. Une Mmh. fois que tu sais que tu peux trouver des clients de l'IBO sur LinkedIn et des candidats et des candidates, que si Jérémy fait un 20 heures ou qui passe sur BFM Business, pareil, ça peut servir les deux, et que au contraire, il y a poster sur Medium, ça va être bien pour les candidats ou sur Welcome to the Jungle, mais poster sur Challenge, ça va être meilleur pour trouver des clients. Ma question, c'est pour organiser l'inbound, est-ce qu'il y a deux équipes inbound, c'est-à-dire l'inbound RH et l'inbound business classique, je dirais, qui dépend des équipes growth? Est-ce que, au contraire, c'est toi et tes équipes en RH, en people, qui va travailler avec les équipes comme marketing pour essayer de dire attendez, oubliez pas la marque employeur, etc. Est-ce que du coup, quand vous faites quelque chose qui est par exemple un certain budget, je ne pensais pas à des affiches dans le métro ou un spot publicitaire à 1 heure de grande écoute, est-ce que vous vous dites on essaye de faire quelque chose qui peut à la fois marcher pour la marque employeur et pour le côté business, mais à quel moment on prend un risque parce que c'est trop entre les deux? Enfin, toutes ces questions, quoi. Donc tout ce que tu as qui peut me donner de la visibilité et de la Bien sûr. curiosité sur ça, je suis très preneur. C'est sûr que en fait, l'ensemble de ces actions, surtout quand on passe par des spots TV, des publications, dans des journaux et cetera, forcément ça a une implication, ça a un budget. Le fait de travailler avec une agence de communication, ça a un budget. Le fait, sans forcément passer par des agences externes, mais le fait d'impliquer justement ces équipes growth, ces équipes, marketing communication, en fait ça mobilise des ressources, donc ça a aussi un budget. Donc l'idée en fait, c'est d'être vraiment très pragmatique et justement c'est pour ça que je soulignais que c'est hyper important de l'associer à son business plan et de se dire quels sont les bénéfices que l'on va pouvoir en retirer en fonction des actions de développement qu'on a prévues pour l'entreprise. Et c'est pour ça que, en fait, tout découle de ce business plan. Quand on va construire son plan de formation, pardon, son plan de recrutement, c'est en fonction de son business plan. Et une fois qu'on a le plan de recrutement, comment est-ce qu'on va permettre justement d'atteindre ce plan de recrutement et de le réaliser? Et ben, on va aussi le lier à son business plan. Donc, il faut que derrière, on soit certain d'avoir un retour sur investissement. Ce qui est toujours assez difficile parce que justement en recrutement, enfin le recrutement comme on le sait c'est pas une science exacte, mais toutes ces actions nous prouvent en l'espace là de 8 mois typiquement où on a recruté plus de 80 collaborateurs que ça fonctionne et que c'est un investissement qui nous permet de nous y retrouver rapidement. Bah, c'est hyper intéressant et je te partage juste une réflexion un peu à la volée, hein, mais c'est toutes les personnes qui sont un tout petit peu intéressées à voir ce qui se passe dans la scène tech aux États-Unis peuvent craindre que la situation de tension sur les profils tech va être de pire en pire. Mhm. Parce qu'on continue à avoir beaucoup de demandes et peut-être insuffisamment un nombre de talents insuffisant et qui en plus vont potentiellement partir vers les métiers Web3, blockchain, etc. Et ce que je trouve intéressant qu'on n'envisage pas du tout, c'est que bah,
dans un monde où va vraiment falloir se battre pour les meilleurs candidats, c'est peut-être pas absurde d'imaginer que les opérations les plus importantes et les plus coûteuses de marketing, qui sont généralement dédiées aux clients purs et durs, je pense aux affiches dans le métro par exemple, hein, quand on se panne de faire des affiches dans le métro, en général on réfléchit bien, on attend d'avoir assez de sous et puis c'est pour attirer des clients. Je me dis que c'est pas impossible que dans quelques temps on voit arriver des affiches dans le métro qui soient bosser chez Libéo, c'est la meilleure boîte dans laquelle vous puissiez bosser, parce que le retour sur investissement se justifierait en réalité. Ouais, tout à fait. Et typiquement, c'est un peu ce qu'on commence à faire. Enfin, on est intervenu là récemment sur une radio où on avait juste quelques minutes, mais pour dire, venez nous rejoindre chez Libéo. Donc c'est ce qu'on commence à faire. Et puis quand bien même c'est pas forcément dédié aux ressources humaines, en fait, il faut toujours faire en sorte d'en retirer les bénéfices aussi pour les ressources humaines. Et surtout, je pense que là où il faut faire hyper attention, c'est de se dire que, en fait, les RH, c'est pas une fonction à part, c'est une fonction intégrante de l'entreprise. Et en fait, fort heureusement maintenant, on le prend vraiment en considération, mais c'est pas business first et donc le marketing au service du business. En fait, c'est les ressources humaines, le marketing au service du business et inversement. En fait, on travaille tous main dans la main, c'est un cercle vertueux et c'est pour ça que c'est important de tout associer et toujours de partir du point de qu'est-ce qu'on veut pour la société et justement comment on peut associer les ressources humaines à ça et en même temps comment on peut accompagner les ressources humaines pour qu'ils soient successful. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Alors nous, c'est évidemment notre credo parce que on pense que globalement, pour scaler une boîte, tu scales l'externe et l'interne, hein, à la fois les clients et les gens qu'il y a dedans, parce que sinon ça marchera pas. C'est ça. Et ce que je trouve très intéressant, donc c'est j'ai un peu le sentiment que certaines entreprises, alors très manifestement pas Libéo, hein, mais laguent un peu dans la compréhension de ce truc parce qu'on a vécu dans un monde où peut-être il y avait un peu de chômage, où c'était pas si facile, où les employeurs étaient du bon côté de la négociation. Et moi, j'ai souvenir, ça remonte un petit peu, mais au début d'Alan, par exemple, Alan a beaucoup fait d'inbound sur ses people, Oui. a beaucoup communiqué sur ses valeurs. Le premier book qu'ils ont fait, leur bouquin, il est sur leurs valeurs, il n'est pas sur autre chose. Et j'ai souvenir d'avoir discuté avec des chefs d'entreprise et des RH qui se moquaient en fait, qui disaient mais c'est débile de mettre des efforts pour des trucs qui rapportent pas de clients. Et je me disais mais je suis pas certain que vous avez compris qu'ils se battent pas pour les clients parce que les clients ils les auront, ils se battent pour les talents. Et ça par contre, tous les talents qui iront chez Alan, ils iront pas chez vous. Et Donc, l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on s'inspire tous de ces méthodes, en fait. bien sûr. Donc et moi la première, je suis hyper intéressée par tout ce qui peut être mis en place par des sociétés type Alan ou même des Google ou Buffer, Stripe, tous ceux qui exactement. ont Et je suis la Intercom. première à dire qu'on peut toujours apprendre de ses pairs et des entreprises qui sont super successful et je pense que c'est hyper important de s'en inspirer tout en adaptant et en innovant, voilà. Voilà, donc je vais le faire de manière un petit peu provoque. Préparez-vous à un monde dans lequel les talents sont plus rares que les clients, hein, et que donc choisissez où vous mettez votre temps, votre énergie et votre budget parce que la compétition va peut-être pas être là où vous le pensez. Et il y a une question, alors c'est peut-être dans les grandes masses, hein, mais qu'on n'a pas abordé, c'est si on prend justement, tu l'as dit dès le début, hein, que l'important c'est de faire dans le complémentaire et de continuer à utiliser les méthodes dites classiques en les mettant au goût du jour et en rajoutant l'inbound, le referral, etc. Est-ce que tu saurais dire sur un plan de recrutement tel qu'il a été défini dans le business plan, quelle est la part de talent qui vous rejoint, qui vient des canaux standards, des canaux d'inbound, des canaux de referral, pour qu'on ait une petite idée, quoi. Oui, donc alors auparavant, toute la partie justement candidature qui provenait des canaux inbound, referral, ça représentait vraiment peanuts. On était dans les moins de 5%. Et aujourd'hui, quand on analyse en fait les statistiques issues de notre outil de recrutement, on est plutôt aux alentours des 25-30%. D'accord, donc 25-30%, referral plus inbound, donc dit autrement, si on part du principe que vous devez recruter 100 personnes, vous auriez 30 personnes de retard si vous n'aviez pas mis ça en place.
Ouais, exactement. Et Bon. c'est assez dingue, mais ça nous a vraiment permis de recruter super rapidement en un temps assez record. Après, ça a été un investissement massif en termes de temps, de budget, mais également de personnes, de ressources. Mais c'est un investissement qui s'est avéré vraiment successful, donc on est assez satisfait. Bon, eh ben, écoute, un grand merci pour toute cette transparence et pour cette masterclass inbound, branding et referral. Moi, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Ouais, avec plaisir. Alors, tu connais les questions de fin d'interview. Où est-ce qu'on te retrouve déjà? On a envie d'engager la discussion avec toi. Par quel canal on s'y prend? Alors, on peut me retrouver notamment sur mon profil LinkedIn, Jennifer Boss. Ok, bah c'est bien noté. Ensuite, est-ce qu'il y a des livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? Alors oui, donc forcément, Woo. Donc cette super méthode de recrutement qui moi honnêtement m'inspire beaucoup. Je la trouve assez simple et donc c'est ce que j'aime, la simplicité, et j'aime pouvoir aller droit au but. Ensuite, j'aime à dire que recruter c'est bien, mais savoir intégrer ses collaborateurs, les former, c'est tout aussi important, et c'est justement la garantie de recrutement réussi. Donc je recommanderais 2 livres relatifs au onboarding des nouveaux collaborateurs, The First 90 Days notamment, et Successful Onboarding. Ok, top. Et enfin, j'ai également, pardon, je développe un peu. Enfin, Vas-y, vas-y. j'ai un profil assez analytique. J'adore tout ce qui est data, et j'adore pouvoir prédire ce qu'on va faire et ensuite le restituer. Donc, je dirais the HR scorecard. Tu peux m'en dire 2 mots là, parce que tu me l'as bien vendu là, ayant un profil analytique qui aime bien savoir. Donc c'est vraiment En fait, l'approfondissement du modèle scorecard de la méthode Who, c'est ça? Alors non, 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 c'est en fait c'est un bouquin sur comment rendre les HR plus analytiques, et justement pouvoir restituer toute la data qu'on peut avoir, parce que finalement les ressources humaines, c'est justement un département qui permet d'accéder à énormément de data et qui peut être exploité derrière et justement prendre des décisions business. Donc voilà. Eh ben, je le connaissais pas, The HR Scorecard. Je vais le mettre sur ma liste de livres à lire. Il m'intéresse vachement. Merci. Ensuite, est-ce qu'il y a des outils que tu aimes énormément dans ton quotidien que tu aimerais partager au plus grand nombre? Oui, alors en termes d'applicant tracking system pour le recrutement, je dirais Workable et Team Taylor. Ce sont 2 outils que j'ai été amenée à utiliser, que j'adore. En termes de SIRH, Bamboo HR, qui est un outil qui est multi-pays, et ce qui est super important quand on recrute et qu'on manage des collaborateurs à l'international. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est aspect onboarding, je dirais notamment Klaxoon. Et enfin, tu connais notre dernière question, hein, la question de passage de micro. Si tu es à ma place, qui est-ce que tu inviterais à ce podcast? Qui est-ce que tu as envie d'entendre? Alors moi, je recommanderais Émilie Benayad, qui est Operating Partner HR chez Serena, et qui a cette qualité d'avoir été notamment HR en entreprise, et qui aujourd'hui est passé côté investisseur, et qui justement pourrait apporter aux nombreux auditeurs de Yaniro une autre vision des ressources humaines. Eh ben écoute, Émilie, déjà, petit témoignage de sympathie de la part de Jennifer à la fin de cet épisode, et grande porte ouverte en ce qui nous concerne. Si tu as envie de faire un nouvel épisode du podcast du Human Factor de Yaniro avec nous, tu es la bienvenue. Écoute, Jennifer, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet en profondeur, et puis pour toutes les informations que tu as pu nous partager. Moi, il ne me reste plus qu'à te dire à une prochaine, et puis te remercier encore pour ton temps. Merci à toi aussi pour les différents tips que tu as pu m'apporter également. C'est un Ok, à la plaisir. prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.